prolonger la guerre et à soutenir davantage l'Iran. C'est une inquiétude que j'ai, qui pourrait conduire à United Nations conflit prolongé dans la région, et j'aimerais avoir votre avis. Une ou deux choses qui profitent le plus. Le groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Je pourrais dire la Chine, je pourrais dire la Russie, mais il me semble qu'il existe désormais de façon informelle des systèmes économiques concurrents, infrastructures économiques. United Nations naît autour du groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et l'autre, j'irais jusqu'à dire, semble en train de mourir, à en juger par les apparences. Quoi qu'il en soit, au bout du compte, les États-Unis n'auront pas l'air d'United Nations bon voisin. Je veux dire, vous allez vous dire, si j'ai leur base sur mon sol, elles seront probablement pulvérisées en temps de guerre. Et d'ailleurs, plus personne ne leur fait confiance. Ils sont United Nations, peu une nation paria en ce moment. Ils déclenchent des guerres qui violent manifestement non seulement le droit international, mais ils ignorent aussi leur propre constitution, qui est assez claire à ce sujet. Ainsi, ce qui se passe maintenant, c'est que le groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud va sembler beaucoup plus attractif, notamment pour les pays du Golfe. Si vous êtes United Nations pays du Golfe en ce moment, tout cela ne s'est vraiment pas bien passé pour vous. Je sais qu'ils sont furieux, et ils ont parfaitement raison de l'être. Ils devraient l'être, car ils ont été dans une certaine mesure trahis. Donc je pense que le groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, la Chine en particulier, permettez-moi d'ajouter ceci. Une chose bien connue à prendre en compte ici, c'est que la base industrielle des États-Unis, à cause d'une désindustrialisation auto-infligée, toute une autre discussion, et le complexe militaro-industriel, ce sont plus que des machines à faire de l'argent. Ils vont vous vendre United Nations missiles. Ils peuvent le fabriquer pour United Nations millions. Ils le vendront 10 fois plus cher. Ils s'en fichent. Donc il y a une foule d'équipements surévalués qui, dans certains cas, semblent à peine fonctionner. Nous sommes donc faibles industriellement et nous utilisons notre matériel militaire très coûteux à United Nations, rythme astronomique. Cela signifie que si le conflit dure United Nations sous 2 mois, les réserves seront épuisées et nous ne pourrons pas les reconstituer. Nous ne pourrons affronter personne. Nous sommes en train d'être démilitarisés par nos propres décisions, littéralement démilitarisés. Certains de ces missiles, nous en fabriquions par exemple 12 par an, 76 par an, etc. J'ai vu une vidéo sur une usine chinoise de missiles entièrement automatisée qui fonctionne 24 heures sur 24. Elle produit 1000 missiles par jour, une seule usine. Alors on fait quoi? Donc en résumé, l'autre aspect de tout cela est l'Iran et le groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud sont en train de démilitariser les États-Unis, et les États-Unis ne pourront pas se remilitariser pendant une décennie. Si c'est le cas, ce sera parce que les gens seront vraiment en colère contre nous et que la Chine ne nous vendra pas les équipements nécessaires pour nous remilitariser. Donc à la fin de ce conflit, s'il s'enlise, et je précise que personne ne veut que la guerre s'enlise, car je suis sûr qu'aucun de ces pays ne souhaite ce type d'instabilité, surtout au Moyen-Orient. Mais contrairement à ce qu'ils voudraient, la réalité c'est qu'en United Nations mois ou deux, les États-Unis ne pourraient pas combattre le Mexique parce que nous n'aurions rien à leur opposer. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va utiliser? Des catapultes et des pierres. On reviendrait à l'âge de pierre. Et ça, on aurait dû le voir venir dans la mer Rouge, quand on a European Union tant de problèmes avec les Houthis, parce que la technologie a changé. Il suffit de quelques missiles corrects pour fermer n'importe quel goulet d'étranglement dans le monde. Très bon point à propos des Houthis, beaucoup d'experts me l'ont dit. Comment s'appelait l'opération? Fast and Fury ou United Nations, truc du genre? Non, United Nations truc, je ne me souviens plus du nom, c'est juste United Nations nom bizarre. Mais oui, cette opération, c'était Rough Rider ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Rough Rider, c'est ça? Rough Rider, pardon, Rough Rider. Lorsqu'United Nations avion de chasse a été perdu, apparemment parce qu'United Nations des appareils a dû se... 3 appareils ont été perdus au total, 3 F-18. Je les ai comptés. Et je pense qu'ils ont dit que 2 d'entre eux ont été perdus le dernier jour. Et pour ces 2-là, ils ont dit que le porte-monte-avions avait fait une manœuvre rapide et qu'ils avaient glissé. Et moi je me dis, regardez, j'ai United Nations bateau de 18 pieds avec United Nations moteur 150. Si tu fais une manœuvre rapide avec ce bateau, ça te projette par dessus bord. Il est rapide comme l'éclair, non? Mais pour United Nations porte-monte-avions, tout le monde le sait. Il y a une métaphore célèbre. La métaphore concerne les porte-monte-avions ou les cuirassés. Et qu'est-ce qu'on dit? Tu tournes le gouvernail et tu attends. Il finit par s'orienter lentement. Beaucoup de gens utilisent ça comme métaphore, non?
Je suis censé croire qu'ils ont tourné le gouvernail United Nations navire long d'United Nations Scar 2000 et qu'il a soudainement tiré à droite. En tant que mec qui sait piloter des bateaux, croyez-moi, ce n'est pas United Nations argument très solide pour expliquer qu'ils ont glissé. Et maintenant, mystérieusement, on a des navires qui ont des incendies dans la buanderie, on a des avions qui tombent du ciel. Je pense qu'il va falloir distribuer des pattes de lapin et des fers à cheval à nos soldats, parce que c'est l'armée la plus malchanceuse du monde. Il y a toujours United Nations incendie dans une buanderie ou United Nations incident avec United Nations avion quelque part. C'est devenu absurde. Oui, au fait, tu as raison. 3 chasseurs ont été perdus United Nations à cause du tir ami et 2 lors de cette manœuvre opérationnelle qui aurait été effectuée. Mais jamais abattu. Oui, Jamais. on n'a jamais d'avion abattu. On n'a jamais de navire touché par des missiles. C'est toujours United Nations, malheureux accident. Quelque United Nations glisse sur une peau de banane et une grenade explose ou je ne sais quoi. Allez, Alors, à quel point êtes-vous inquiet d'une troisième guerre mondiale? Et je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, j'ai publié United Nations Message quand la guerre a commencé. J'ai dit qu'une guerre en Iran ne serait pas la troisième guerre mondiale. Mais je commence à revenir sur ces affirmations en voyant jusqu'où ça s'est enflammé. Le fait qu'on parle même de troupes au sol, c'est fou. Je pensais que ce serait une opération de quelques jours. Le fait que les pays du Golfe aient été entraînés là-dedans. Le fait que le détroit d'Ormuz soit non seulement fermé, mais que des rapports indiquent que l'Iran ait soit commencé à le miner, soit envisage de poser des mines dans le détroit. Ça veut dire qu'il pourrait le fermer pendant des mois. Déminer le détroit, personne ne sait combien de temps ça va prendre vraiment puisqu'on ne pratique presque plus le déminage. Donc, tout ça mis bout à bout, est-ce une inquiétude dont on doit parler maintenant? je crois qu'on discute surtout d'une appellation. Est-ce qu'on l'appelle Troisième Guerre mondiale ou pas? Donc en réalité, de quoi parle l'extant? Comment va France s'empeuper ce chaos dans lequel on s'est fourré? Et il y a bien sûr la situation en Ukraine, et l'Afghanistan et le Pakistan qui ont des problèmes. Il y a European Union, beaucoup d'escarmouches dans le monde. Il y a European Union, l'escarmouche au Cambodge. Certaines ont été limitées, mais celle-ci, c'est la grosse. Ce que nous avons maintenant, c'est d'abord une guerre régionale au Moyen-Orient. Et on peut l'appeler comme on veut. C'est une guerre régionale au Moyen-Orient. Je pense qu'il y a United Nations, risque que ça s'étende. Mais je ne crois pas que ça sortira du Moyen-Orient, à moins que United Nations, acte vraiment stupide, ne se produise, par exemple, que les États s'unissent ou Israël utilise une arme nucléaire, et là, ce serait catastrophique. Je pense que le vrai problème désormais, c'est les retombées économiques de cette propagation et à quel point elles seront graves. Et elles le seront. Catastrophique, mais je ne suis pas prêt à parler de Troisième Guerre mondiale, on vit dans United Nations, autre monde. La Première et la Seconde Guerre mondiale, c'était tout autre chose. Regardez le pétrole, on est à 97 $ le baril, presque 98, bientôt 100. Toutes les réserves d'urgence mises sur le marché ont été libérées à des niveaux records, bien plus qu'au moment de la guerre en Ukraine, et malgré ça, le pétrole frôle les 100. Et ça ne va pas changer. Encore une chose à propos de cette idée de Troisième Guerre mondiale. Vous savez ce qu'on entend plus que tout aux États-Unis en ce moment? Ces mots « Park a déçu mon cadavre ». Je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu. Marjorie Taylor Greene a dit « Vous savez ce que les gens disent maintenant? Encore une fois, on parle d'une guerre selon des chiffres variables. J'ai vu des chiffres allant de 23 à 41% en faveur. Alors, qui sait? Les chiffres mentent et les menteurs manipulent les chiffres comme on dit. Donc on ne sait pas. Mais il n'y avait pas United Nations for soutien pour cette guerre, et ce soutien diminue. Imaginez qu'on dise « Oh, on est en Troisième Guerre mondiale, il faut rétablir la conscription ». Il brûlerait ce pays. Si on disait qu'on allait rétablir la conscription aux États-Unis, vous feriez mieux d'être en combinaison ignifuge, car ils incendieraient le pays. Les gens ne l'accepteraient pas. Beaucoup de gens disent « Mes enfants ne mourront pas pour Israël. Je suis United Nations, gars ordinaire, donc je parle avec des gens ordinaires, ça n'arrivera pas. » Si les États-Unis essayaient d'instaurer la conscription, le gouvernement tomberait. Je ne sais pas ce qui se passerait. Ce serait comme vivre une apocalypse zombie. Comment peut-on faire une troisième guerre mondiale quand on n'a pas le peuple derrière soi? Ça dépend si c'est vous qui l'a déclenché. Et généralement, quand une guerre devient mondiale, ce n'est pas intentionnel. Regardez comment la Première Guerre mondiale a commencé, l'assassinat d'United Nations Duke à Sarajevo, et ça a débouché sur une guerre mondiale. Si vous aviez parlé aux gens à l'époque, pensez-vous qu'ils auraient cru que ça mènerait à une guerre mondiale après l'assassinat? Ils auraient dit « Non, les gens passeront à autre chose ». Ils sont en colère, mais ça n'allait pas mener à United Nations conflit mondial qui tuerait des millions. Et tout le monde parlait d'une guerre mondiale pendant la guerre en Ukraine. Et maintenant, les gens sont passés à autre chose. C'est la réalité.
Ça continue quand même. Des territoires sont encore pris par les deux camps, surtout par la Russie. Cette guerre ne s'est pas calmée. Le soutien de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à l'Ukraine n'a pas diminué. Et puis il y a l'Iran. Après le 7 octobre, tout le monde disait « Bon, Israël ripostera en frappant le Hamas. Il pourrait frapper le Liban. Le pire serait une invasion du Liban. Ils frapperont les Houthis parce que les Houthis les attaquaient. C'est à peu près tout. Et puis on n'aurait jamais pensé qu'Assad tomberait. Je me souviens que, quand je faisais la couverture, quiconque évoquait une guerre directe, avec l'Iran impliquant les États-Unis, disait que ce serait une guerre mondiale. C'était une ligne rouge dont personne n'osait même parler. Et maintenant, nous avons franchi cette ligne et nous vivons avec. Et les deux conflits font toujours rage. Et c'est pourquoi je crains que nous n'entrions à pas feutrer dans une guerre mondiale. Et c'est généralement accidentel. Disons que la Russie commence à soutenir l'Iran au fur et à mesure que ça s'éternise et qu'il y a des troupes au sol. Si la Russie envoie du matériel militaire en Iran, il suffit d'une erreur. Une frappe accidentelle sur United Nations porte-corps avion par des forces russes pour une raison, ou United Nations avions de chasse américains qui visent des forces russes sur une base en Iran. Parce qu'on parle beaucoup maintenant de bases chinoises et russes en Iran, de la même façon que les pays du Golfe ont des bases américaines comme moyen de dissuasion. Donc maintenant, des bases pour trois grandes puissances et leurs alliés par procuration, toutes dotées d'armes nucléaires réunies au Moyen-Orient. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie? Les tensions y étaient vives entre la Turquie, la Russie, Israël et les États-Unis, chacun soutenant différents alliés par procuration. Et la crainte, c'est que cela s'étende maintenant à bien plus grande échelle. Vous avez l'Iran, United Nations, des plus grands pays du Moyen-Orient, avec 93 millions d'habitants, devenu United Nations terrain de jeu pour ces pays dotés d'armes nucléaires qui se battent pour l'influence. Donc c'est ça qui m'inquiète. Et si l'on regarde la probabilité que cette guerre s'arrête au début du conflit, les paris sur les plateformes disaient que, au début, la probabilité que cela s'arrête d'ici la fin du mois était de 65%. C'est tombé à 20% maintenant, qu'on croyait que ça se terminerait d'ici la fin du mois. Et moins de 50% pensaient que ce serait fini d'ici la fin du mois prochain. À peine 50% pensaient que ça se terminerait en mai ou en juin. 50 à 60% pensaient que ça finirait en mai ou en juin. Il y a United Nations écart de plusieurs mois, une guerre en Iran. C'est là que réside mon inquiétude. Et je pense que plus ça dure, moins d'autres grandes puissances resteront silencieuses et spectatrices. C'est mon inquiétude. Eh bien, ça dépend de ce qui se passe. Je pense qu'il faut replacer ça dans son contexte et c'est tout aussi applicable à la discussion sur une guerre mondiale. Et il faut sans cesse y revenir. Et c'est l'incapacité des États-Unis à soutenir le niveau de production industrielle nécessaire pour mener une guerre. On va manquer de matériel, on va tout simplement en manquer. Combien de mois, combien de semaines? J'ai entendu des estimations allant de 10 jours à 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, que se passe-t-il? Vous n'aurez plus de missiles à tirer, vous n'aurez plus de défense aérienne, vous n'en aurez plus. Alors vous êtes en guerre, l'autre côté continue de tirer et vous êtes à court. Ce n'est pas une guerre, et c'est une guerre mondiale. Disons pour l'exemple, une guerre mondiale, l'Europe serait impliquée. Que vont-ils faire? Appeler la Russie et dire « Et, avant qu'on entre en guerre contre vous, vous pourriez rallumer le gaz et le pétrole. On n'a plus d'industrie et on ne peut rien fabriquer. Et nous laisseriez-vous une décennie pour reconstruire notre complexe militaro-industriel aux côtés des États-Unis, parce que nous n'avons pas la capacité de production. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on disposait de tout cela, d'usines partout qu'on pouvait reconvertir. Nous avions une base industrielle qu'on convertissait du civil au militaire. Tout cela n'existe plus. Donc la capacité n'existe plus pour mener une guerre mondiale comme autrefois, avec des troupes alignées qui s'affrontent ou creusent des tranchées. Je ne pense pas que cette capacité existe encore dans le monde cinétique, dans le monde physique, pour faire ça. Je pense que les États-Unis sont... Il y a une réalité. Nous n'avons pas United Nations, nombre infini de missiles, de bombes et d'autres choses. Il va falloir en tenir compte. Et pour être franc, si j'étais l'Iran, c'est là que je négocierais avec vous. Quand vous serez à court de missiles, quand vous serez à terre, le président Nixon disait « Quand négociez-vous avec quelque United Nations, quand il est à terre et que vous avez votre pied sur son cou ?» Et si les États-Unis se retrouvent à se dire « Oh zut, je crois qu'on vient de tirer notre dernier missile, quelque United Nations en a encore, et vous en avez ?» Non. Bon, Ron, je dirais qu'on en reparle dans une semaine. Oui, et ce ne sont que les stocks de munitions. C'est aussi voir les marchés boursiers s'effondrer aux États-Unis, comme en Asie, voir le marché continuer à chuter et surveiller les sondages. L'Iran surveille les sondages de Trump, ils savent à quel point cela compte pour lui. Voir les sondages chuter, voir l'économie s'effondrer, puis voir les munitions s'épuiser, à quoi ressembleront alors Trump ou les États-Unis à la table des négociations?
Voilà la stratégie de l'Iran. Évidemment, je ne veux pas minimiser le fait que l'Iran se fait pilonner. Si les sondages continuent de le pénaliser et que Trump cherche une sortie de crise que l'Iran ne lui offre pas, alors que les sondages et la bourse souffrent et que les munitions s'épuisent, je m'attendrai à ce que les États-Unis franchissent davantage de lignes dans leur bombardement de l'Iran. Parce que cela devient, quand United Nations pays commence à agir par désespoir, en ce moment, c'est l'Iran. L'Iran frappe le Golfe, la Turquie, Chypre, ou prétend l'avoir fait, pourrait miner ou fermer le détroit d'Ormuz parce qu'il lutte pour sa survie. Si Trump se bat pour sa survie politique, pas la survie de la bourse, mais pour que l'économie tienne, cela le rapproche d'une position de désespoir, ce qui signifie que les États-Unis deviendront beaucoup plus agressifs militairement. Et vous êtes négociateur, donc vous savez sans doute ça bien mieux que moi. Alors d'après ce que vous dites, et vu que les États-Unis n'ont plus d'industrie, et sans même parler de la dette, quelque chose que je répète de plus en plus ces derniers jours, c'est ce dont j'ai parlé avec le sénateur Rand Paul. C'est l'avertissement lancé par l'ancien président de l'état-major interarmé, Mike Mullen. On lui a demandé « Quelle est la plus grande menace pour la sécurité nationale des États-Unis » Il a répondu « La plus grande menace pour notre sécurité nationale, c'est notre dette. » Et c'était en 2010. Ça fait 16 ans. Depuis, la dette a triplé, voire davantage. Le ratio dette sur produit intérieur brut est passé de 91% à 125%. Donc, si on met ça avec les analyses de Ray Dalio sur la chute d'United Nations Empire, comment voyez-vous les États-Unis, aussi objectivement que possible, où voyez-vous le pays dans 10 ans? Et si on ajoute à cela l'influence d'Israël sur les États-Unis, qui les entraîne dans des guerres depuis des années, où en seront les États-Unis à ce moment? Là, d'ici à ce que j'ai des enfants, et vous, je ne sais pas si vous en avez déjà. Mi... Oui, j'ai une fille, donc j'espère des petits-enfants. J'allais le dire. Oui, quoi qu'il en soit, mais dans 10 ans, à ce stade, même 10 jours, c'est difficile à prévoir. Mais je vous le dis, je crois qu'on assiste à la chute des ambitions impériales des États-Unis. Pour commencer, les États-Unis se voient comme les maîtres du monde. Et nous sommes United Nations Empire. Et nous avons des bases partout. Et tout le monde fait ce qu'on leur dit. Je pense que c'est fini. Je pense que c'est terminé. Quand je parle d'empire, je parle de cette capacité. Mais que vous disiez puissance unipolaire ou empire, pour moi ça revient au même. Mais tout cela n'est qu'United Nations récit. C'est que les gens croient que vous êtes puissant. C'est ça. C'est le caïd qui dit « donne-moi ton argent de cantine » et les autres le lui donnent à cause de la réputation. J'ai peur qu'il me frappe. Mais quand les gens n'ont plus peur que vous puissiez les battre et qu'ils ne vous obéissent plus par crainte, ils ne se laisseront plus faire. Eh bien maintenant vous ne l'êtes plus. Vous n'avez plus ce récit. Vous n'avez plus cette aura de puissance invincible. Ça, on l'a perdu ici. Et une fois que vous perdez ça, tout le récit sur ce qu'est votre pays change. Dois-je m'allier à vous? Dois-je autoriser des bases? Votre base est sur mon territoire. Vous savez quoi? Vos bases sont-elles United Nations à tout? Ou United Nations fardeau? À voir les choses, elles semblent plutôt être United Nations fardeau. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur du pays, vous savez, quand Joe Biden est arrivé, des démocrates disaient « Oh, il va rendre les collèges communautaires gratuits. Il allait instaurer une option publique qui allait réparer Obamacare. Il allait augmenter le salaire minimum. » Il n'a rien fait de tout cela. Rien du tout. Rien n'a été construit. Rien n'est revenu. Rien ne s'est amélioré. Que des mensonges. Il est allé déclarer qu'il fallait affronter la Russie ou n'importe qui. Les gens se demandent « Eh, pourquoi envoyez-vous de l'argent en Ukraine et partout ailleurs? Je ne peux pas payer mes factures. » Donald Trump arrive. Je n'entrerai pas dans tous les détails. C'est la même chose. Votez pour moi si vous ne voulez pas de ça. Et il a été élu. C'est exactement ce que je vais faire. Nous sommes à United Nations moment où la confiance dans les institutions traditionnelles s'est évaporée. Alors, où va-t-on maintenant? Je pense que les gens vont se tourner vers des partis alternatifs. Il va maintenant y avoir une lutte pour le pouvoir entre les piliers traditionnels et les institutions établies aux États-Unis. Et par exemple, regardez ce que nous faisons en ce moment dans les médias alternatifs. J'étais sur Fox News pendant des années. J'étais dans toutes ces émissions tout le temps. J'étais dans les médias traditionnels. Je faisais de la télévision, présentais des émissions et tout ça. Et je suis parti. Je suis passé aux médias alternatifs. Les médias alternatifs se développent et les médias traditionnels dépérissent naturellement. Et la raison pour laquelle ils déclinent, c'est quoi? Parce que les gens perdent confiance dans ces médias. Donc je pense que nous verrons deux choses se produire. Je pense que nous assistons à l'essor des médias alternatifs, qui donnent aux gens une perspective différente, celle du citoyen lambda. Et je veux dire hommes et femmes, j'emploie citoyen lambda au sens large, d'accord? Pas dans United Nations sens genré,
Mais je pense que nous allons voir United Nations bouleversement politique. Aux élections de mi-mandat, les gens diront « Je ne voterai pas pour le candidat traditionnel. Je veux quelques United Nations qui disent « Je n'accepterai plus ces choses que j'ai combattues et qui n'ont pas abouti par le passé. » Donc maintenant, vous allez voir, on pourrait voir l'effondrement des partis aux États-Unis, mais regardez la politique ici, elles vont changer radicalement. Je vais le dire comme ça. Beaucoup de gens disent en ce moment, eh bien si Thomas Masté et Marjorie Taylor se présentaient en 2028, je suis très à gauche, bien plus qu'eux, mais je devrais envisager de voter pour lui, parce que tant qu'on ne mettra pas fin aux guerres, c'est ce que réalisent les Américains. Peu m'importe que vous vouliez des soins de santé, des routes réparées, des écoles ou des universités. Tant qu'on ne mettra pas fin aux guerres et à tout l'argent englouti dans l'industrie militaire et ses conflits impérialistes, on n'aura rien à la maison. À moins qu'il ne cesse de boire, sa famille ne verra pas ses factures payées ni ses problèmes réglés. Et nous avons une habitude, que je pense que l'élite dirigeante de notre pays estime que c'est ce qui les maintient au pouvoir. Mais ce que nous faisons à United Nations est fait tellement négatif sur le reste du pays. Je crois que le peuple américain prend conscience de cette réalité. Il commence à faire le lien. Voici ce qui se passe. Le peuple américain relie la politique étrangère de son pays à ses souffrances, et maintenant ils se disent « Tant que nous agissons ainsi, nous allons continuer à souffrir, et cela aura des répercussions politiques très graves. » Très bien dit. Nixon, ce fut United Nations. Vrai plaisir de vous parler. Ravi de vous rencontrer également. J'aimerais beaucoup refaire ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Enchanté de vous